Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 4 mars, bienvenue dans le journal de Canal 32. Parmi les titres de ce JT, le départ du préfet après à peine 10 mois passés dans l'Aube. Georges-François Leclerc a fait ses adieux aujourd'hui et il prend la direction du ministère de l'Intérieur. Nous avons rencontré les décideurs politiques et économiques du département pour connaître leurs réactions. À voir également un reportage à Sainte-Savine, à la piscine précisément. Aux grandes dames des baigneurs, le lieu restera fermé l'été prochain. La municipalité doit procéder à des travaux de mise aux normes. Et puis gros plan sur une exposition à l'UTT. L'artiste est un ingénieur photographe. Il s'appelle Jacques Onvaux. Sur les murs de l'école d'ingénieurs, des photos dites scientifiques prises sur le vif. Les images dans ce journal. Je ne suis plus préfet, mais je reste au bois. C'est par ces mots que Georges-François Leclerc a dit au revoir ce midi. Celui qui n'est resté que 10 mois en poste à Troyes va s'installer au ministère de l'Intérieur à Paris en tant que directeur de cabinet adjoint de Claude Guéant. Plus qu'une promotion personnelle, c'est surtout un coup dur porté à quelques projets phares du département. Comment réagissent les décideurs politiques et économiques au bois à cette valse des préfets? La réponse d'Annabelle Millet. Saint-Joseph et l'enfant Jésus. Après avoir reçu des cadeaux symboliques et avoir remercié les acteurs locaux présents, c'est avec un petit trémolo dans la voix que Georges-François Leclerc a pris ce midi congé de ses hôtes. En période de réserve électorale, j'ai pu faire un discours très personnel, mais sans évoquer des dossiers. Mais c'est avec beaucoup d'émotion, une vraie tristesse, même si la tâche qui m'incombe à Paris est une tâche passionnante, que je quitte ce département que j'ai beaucoup aimé. Ni meilleur ni moins bon que son prédécesseur ou que son successeur, Georges-François Leclerc n'a pas fait mention d'une quelconque frustration due à ces quelques mois seulement passés dans l'Aube. Et chacun porte le témoin comme il doit le porter, c'est-à-dire à chaque fois avec énergie et impartialité. C'est ça le corps préfectoral. On est un maillon d'une chaîne. Et après moi, il y aura un excellent préfet, forcément. Pour Philippe Adneau, c'est avec beaucoup de regrets qu'il voit partir ce préfet. Resté 9 mois dans le département, il a tout de même su travailler de conserve et efficacement avec le président du conseil général. Si le préfet est bon, on arrive à s'organiser rapidement et il y a continuité dans les dossiers. Simplement, si je peux me permettre de faire une petite comparaison qualitative, nous avions un préfet qui n'était pas de la préfectorale et qui venait de la diplomatie et qui a été assez, j'allais dire, insignifiant pour l'Aube précédemment. Là, on en avait touché un bon et un certain nombre de dossiers ont pu avancer d'une manière incroyablement plus rapide. Je veux témoigner pour ce qui s'est fait sur la ligne Paris-Bâle. C'est clair qu'il a joué un rôle méconnu mais essentiel sur le sujet. Je peux dire que sur des entreprises qui étaient en difficulté, on a pu actionner un certain nombre de leviers d'une manière efficace. Pour Philippe Adneau, Sodi Médical, Coval ont pu bénéficier du travail souterrain, du Conseil général et de la préfecture unie. Une implication dans la vie économique de Georges-François Leclerc que le président de la Chambre de commerce et d'industrie confirme. En termes d'économie, les préfets sont plus ou moins passionnés par rapport à ce qui se passe sur le territoire. Celui qu'on avait là, effectivement, avait pris les dossiers à bras-le-corps. Il avait cette volonté de délai très rapide. On en a connu d'autres tout aussi pareils. Bon, je crois qu'on prendra le prochain, on y arrivera pareil. Reste que le départ soudain du préfet Leclerc va laisser tout de même nombre de dossiers sans suite, à commencer par la sécurité routière et la mise en place des radars au feu rouge ou encore l'installation d'une aire de passage pour les gens du voyage qui devaient s'implanter à Tennelière. Et en attendant la nomination d'un nouveau préfet, c'est Catherine Eudouin, l'actuelle secrétaire générale, qui prend les rênes de la préfecture de l'Aube, et ce pour une durée encore inconnue. Par ailleurs, sachez que Christian Rouillet, le préfet du département de 2008 à 2010, vient d'être nommé ambassadeur de France au Mali, une affectation qu'il attendait depuis son départ de la préfecture auboise. Les Saviniens privés de piscine l'été prochain. La municipalité va en effet engager dès les beaux jours d'importants travaux de mise aux normes, et ce 18 ans après l'ouverture de l'établissement. En attendant notamment que les carreaux aux abords des bassins soient remplacés, les baigneurs vont donc devoir poser leurs serviettes ailleurs cet été. Les précisions de Martial Roche à Sainte-Savine.
La piscine d'été de Sainte-Savine se prépare à faire peau neuve. Il faudra renoncer à la baignade cette année. Les travaux ne pourront commencer qu'à la fin du printemps. La raison de ce délai, le choix d'un nouveau revêtement pour les plages. Le carrelage, victime du chlore et du gel hivernal, s'avère trop coûteux en réparation. Il cède sa place à un nouveau revêtement, plus pratique, mais qui impose quelques contraintes. On bannit le carrelage, donc on va le remplacer par une résine. Une résine qui va donc déjà au point de vue glissant, c'est quelque chose qui va quand même apporter de la sécurité. La résine peut se faire que dans une atmosphère particulière, c'est-à-dire à une certaine température qu'on ne peut pas avoir avant le mois de mai-juin. Toute la piscine va prendre un coup de jeune. La dalle de béton va être cassée, les bassins redressés pour en finir avec les débordements et les pertes d'eau, la plomberie révisée et l'accès des handicapés mis aux normes. Plus que la structure, c'est l'aménagement de l'espace qui va être revu. Exit le terrain de volley dont le sable finissait souvent dans les bassins. Il sera remplacé par un espace gazonné dédié à la détente. Des transats devraient être proposés aux baigneurs. Les enfants ne seront pas en reste. Leur pataugeoire fait aussi partie des plans de réaménagement. Cette pataugeoire va être supprimée. Donc à la place, on va donc aménager 2 espaces de jeux ludiques, un pour les tout petits de 2 ans à 5 ans et un autre espace un petit peu pour les plus grands jusqu'à 10-12 ans. Une pataugeoire maintenant, bon, ça intéresse plus grand monde et donc c'est pour amener une activité supplémentaire. Les travaux devraient durer 4 à 5 mois. La mairie a investi 450 000 € pour cette piscine qu'elle veut résolument consacrer aux familles. Mais pour en profiter, il faudra patienter jusqu'à l'été 2012. Des photos dites scientifiques sur les murs de l'UTT jusqu'au 18 mars. C'est ce que propose Jacques Onvaux, un ingénieur photographe. L'exposition s'appelle « Les sciences des choses ». Il s'agit de photos non truquées prises sur le vif. Ici, la science est au service de l'art et inversement. Jacques Onvaux, qui a rencontré les élèves ingénieurs de l'UTT lors d'une conférence et d'un atelier photo. L'occasion de faire aussi passer un message d'humanisme. Jacques Onvaux au micro de Rudy Laurin. J'ai été ingénieur dans l'industrie automobile pendant plus de 10 ans. Mais au bout de 10 ans d'expérience d'ingénieur, à voir comment l'entreprise fonctionnait, j'ai fini par comprendre que la richesse de notre société ne devait pas se focaliser sur le matériel, mais plutôt sur l'intellectuel. Et donc, à un moment donné, j'ai compris qu'à travers une démarche inventive au niveau de la photographie, je pouvais chercher à communiquer autour de valeurs humanisme. Donc en fait, je m'appuie sur mes connaissances scientifiques pour faire toutes mes expériences photographiques. J'utilise un appareil photo classique, mais la majeure partie de ces photographies sont utilisées avec des techniques de l'ingénieur, à savoir des capteurs qui permettent de déclencher exactement au bon moment. Et l'exposition gratuite est à voir jusqu'au 18 mars à l'UTT. Donc plus de précisions sur le travail de Jacques Onvaux sur son site internet. Un carnaval dans les rues de Saint-André-les-Vergers. 300 enfants de 4 à 12 ans des centres de loisirs de Saint-Germain, Saint-André, Sainte-Savine et la chapelle Saint-Luc se sont retrouvés. Au programme, un défilé dans les rues de Riat avant que Monsieur Carnaval ne soit brûlé au foirail. La cavalcade avait pour thème 1000 couleurs, des couleurs qui se sont vues sur les costumes et autres masques fabriqués et portés par les enfants. Nathalie Seize est directrice du centre de loisirs primaire à Saint-André-les-Vergers. Elle nous détaille les objectifs de ce carnaval. C'était qu'en fait les structures des centres de loisirs se rencontrent. Donc on a travaillé en amont avec les différents directeurs et animateurs pour préparer cette grande cavalcade et que tous les centres de loisirs travaillent ensemble et préparent la cavalcade. Donc on est dessus depuis le mois d'octobre, régulièrement en raison d'une fois par mois. Les enfants se sont rencontrés régulièrement avant, ont préparé carnaval, ont préparé bonhomme carnaval pour se retrouver tous aujourd'hui sur la grande cavalcade. Chaque fois c'est une ville de l'agglomération troyenne qui organise. Donc cette année c'est autour de Saint-André. Se déguiser et se maquiller, ça c'est super. Et puis là, ils ont eu en fait la chance en plus de pouvoir se rencontrer avec d'autres enfants et croiser des enfants et rencontrer, échanger avec des enfants des autres centres de loisirs. Le costume porté par les footballeurs de l'Estac ce soir, c'est celui d'outsider dans la course à la montée. Les Troyens 8e du classement de Ligue 2 comptent 3 petits points de retard sur Évian, le 3e. Ce soir, les joueurs de Jean-Marc Furlan sont à Châteauroux, l'actuel 15e de Ligue 2, avec eux David Mutel. Bonsoir David. Bonsoir Damien. Le coup d'envoi c'est dans 20 minutes à peine. Quels sont les plans du coach troyen ce soir? Alors je rectifie Damien, le coup d'envoi sera dans 50 minutes. 50 minutes donc? Oui, 50 minutes car les arbitres ont décidé de faire grève pour cette journée de championnat. Le coup d'envoi a été retardé d'une demi-heure.
En cause les revendications des arbitres, notamment face à la réhausse des salaires et notamment ils veulent faire face aux critiques dont ils ont fait l'objet lors de ces dernières journées de championnat. Et quels sont justement les plans quand même de Jean-Marc Furlan pour ce match malgré la grève des arbitres? Pas de surprise Damien, puisque c'est exactement l'équipe qui était prévue, puisque à la place de Diallo, Guidilay, Obadi donc officiera au même endroit. Quant à Psaume, il occupera l'attaque, et puis pas de changement sinon sur le banc. Philippon, Nsakala, Beauvu, Bezaz et Camara complètent cette équipe qui évoluera ce soir dans un maillot différent. Avec Arnaud Brocard dans les buts également. Cela faisait plusieurs semaines que les Stacks n'arrivent pas à accrocher le bon wagon pour entrer dans le top 5 de Ligue 2. Ce match dans le Berry, c'est l'occasion ou jamais, David? Oui, tout à fait. En gagnant à Châteauroux et peut-être en faisant un résultat à Dijon, ce sera l'occasion donc de réapparaître dans le haut du classement. Mais Châteauroux a aussi cette ambition, les ambitions qui ont été clairement énoncées par les dirigeants ce soir. Une victoire contre 3 pour, comme 3, apparaître dans le haut du classement. Donc coup d'envoi dans 3 quarts d'heure. Merci David. Le résumé du match évidemment dans nos éditions de lundi. Le débriefing notamment à 19h50 dans Tribune Libre avec nos experts. Voilà, ce journal est à présent terminé. Tout de suite la météo du week-end avec Sandra Durupt. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition du JT. Bonne soirée à tous, bon week-end.